Imaginez un monde dans lequel n'importe qui peut concevoir des outils digitaux, où on se réveille un matin et on peut donner vie à une de ses idées, parce qu'il n'est plus nécessaire d'être ingénieur en programmation pour pouvoir lancer un produit, créer un site internet. C'est toute la promesse du no-code. Le no-code, c'est un peu comme rendre l'innovation accessible à tous. Ça permet aux plus novices de pouvoir créer des choses, des sites et des applications. Et c'est un sujet sur lequel on va discuter aujourd'hui. Certains sont des promoteurs du no-code et en font l'évangélisation. D'autres en sont de véritables détracteurs et ont peur pour la sécurité, ont peur pour le devenir des métiers de développeurs. C'est aussi des questions qu'on abordera ensemble. On peut voir le no-code comme une lame à double tranchant. D'un côté, avec une ouverture vers de nouvelles opportunités, et de l'autre, vers une image de l'accélération de la créativité. Alors, le no-code, révolution ou menace, je crois que le débat est lancé ce matin. Vous écoutez Chasseurs de Tech, le podcast qui vous connecte au talent de la tech. Bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode consacré au no-code. Pour discuter de ce sujet qui est aussi stimulant que controversé, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités aujourd'hui. Francis Lelon, CEO d'Allegria Group, entrepreneur à succès, et Frédéric Bézier, directeur général de Ace France et Luxembourg. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet et à discuter en profondeur du no-code, Francis, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est ? Oui, bien sûr, tu l'as déjà dit un tout petit peu en introduction, mais pour donner des éléments plus concrets, le no-code, c'est finalement un terme qui émerge il y a à peu près une petite dizaine d'années maintenant et qui va recouvrir un ensemble de technologies qui arrivent à un niveau d'abstraction qui permet à toute personne ne sachant pas coder de pouvoir réaliser des solutions digitales par elle-même. On a un énorme enjeu aujourd'hui autour des compétences digitales. Force est de constater qu'on a toujours une pénurie de développeurs considérable de par le monde, que la proportion des gens qui savent coder est extrêmement faible, 0,3% de la population mondiale sait coder, donc c'est un vrai enjeu. Et puis, force est aussi de constater qu'aujourd'hui, le monde est de plus en plus digital. On a tous un mobile connecté dans nos poches, on a tous un ordinateur. Les entreprises se digitalisent, c'est un des gros sujets sur le bureau de n'importe quel patron d'entreprise aujourd'hui. Et quand on fait le lien entre ce besoin de digitalisation et la pénurie de développeurs, on se rend compte que sans tous, chacun d'entre nous, et en particulier les gens du métier, avoir cette capacité de monter en compétences pour faire par eux-mêmes les outils digitaux dont ils ont besoin au quotidien, eh bien on n'y arrivera pas. C'est aussi simple que ça. Et pour ça, on a une chance formidable, c'est qu'on arrive aujourd'hui dans une période où on a vécu 3 révolutions technologiques sur les 10 dernières années extrêmement importantes, le cloud, les API et l'IA générative. Et les 3 réunis ensemble permettent aujourd'hui de donner des nouvelles capacités encore au no-code qu'on n'avait pas il y a encore 6 mois, qu'on n'avait pas encore il y a 1 an. L'IA s'est répandue dans tous les outils no-code très vite, en moins d'1 an. Et donc, pour des gens comme moi qui ont 50 ans aujourd'hui, qui ont commencé à bosser avec Word, Excel, PowerPoint et qui étaient des champions à l'époque parce qu'ils savaient faire des slides PowerPoint. En 94, quand j'ai commencé à bosser, mon patron, lui, faisait des transparents sur des rétroprojecteurs. Il avait mon âge d'aujourd'hui. Eh bien, c'est une super nouvelle parce que, pour nous tous qui avons fait que de l'outil bureautique pendant 30 ans, on va pouvoir faire maintenant des choses absolument incroyables par nous-mêmes, à condition de s'y mettre, à condition de se former, à condition de le faire effectivement avec les bonnes pratiques. Et en particulier, tu as évoqué le sujet de la sécurité, on pourra en parler. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce champ des possibles est en train de s'ouvrir très rapidement et de manière très efficace avec 2 conséquences extrêmement simples. Fin de la barrière de la compétence technologique et fin de la barrière financière liée à la nécessité, quand on lance une startup par exemple, d'aller recruter des développeurs, un CTO, lever des fonds. Aujourd'hui, 25% des startups qui se créent à Paris se font en mode bootstrap, en no-code, avec des profils pas du tout tech et qui lancent des services à base de technologie. Ça fonctionne très bien. Ça ouvre le champ des possibles. Et oui, il y a tous ceux en particulier qui avaient des business models dans des domaines où c'était peut-être moins évident, dans la RSE pour l'environnement, où les investissements pouvaient être trop importants pour lancer un nouveau service avec un modèle économique qui aurait pu ne pas exister.
Aujourd'hui, avec, j'allais dire, quasiment 3 euros, 6 sous, on peut faire quasiment n'importe quoi et ça, c'est génial. Alors, c'est vrai pour les startups, mais tu disais aussi tout à l'heure que c'était des sujets sur le bureau de beaucoup de directeurs généraux. On a la chance d'en avoir un qui est assis juste à côté de toi. On va donc lui demander. Fred, toi, tu es le directeur général de Ace France et Luxembourg. Ça t'inspire quoi le no-code dans ton quotidien de DG ? Comme Fleur Francis le disait, ça m'inspire. Et tu le disais aussi, le champ de possibilités absolument gigantesque pour nous aujourd'hui. Dans la gouvernance d'entreprise traditionnelle dans laquelle nous on est, le sujet de la digitalisation, de l'adoption de l'IA dans nos métiers est critique, puisque le métier de recruteur pourrait potentiellement être remplacé par des process automatisés, ainsi de suite. Donc, comme plein d'autres métiers, celui d'avocat, les métiers de service de manière générale pourraient être très bien remplacés. C'est un grand mot, parce que souvent, c'est le mot qui est employé, parce que c'est une crainte, et je pense que cette crainte, elle est bien. C'est un stimuli formidable pour pouvoir déplacer nos métiers, déplacer nos entreprises. Ce que ça m'inspire, en tout cas, pour répondre à ta question, c'est des opportunités gigantesques. Moi, je suis intéressé par la tech. Donc, c'est vrai que j'ai un goût pour ça. J'ai presque l'âge de Francis. Donc, j'ai bien aimé les transparents, j'ai bien aimé PowerPoint, j'ai bien aimé Excel. Et c'est vrai que voir aujourd'hui la possibilité de développer des outils dans mon quotidien en local, en dehors de la gouvernance de ma boîte qui est importante, dans laquelle il y a un CTO, dans laquelle il y a des décisions stratégiques qui m'échappent, même si 80% des décisions qu'on prend, elles sont locales et elles sont adaptées au marché français et ainsi de suite, eh bien, c'est vraiment des possibilités importantes. Une anecdote, par exemple, qu'on a vécue, toi et moi, parce qu'on travaille dans la même entreprise, c'est l'utilisation lors de phases d'investissement d'équipes qui n'étaient pas dédiées au développement de nouvelles applications, voire CRM. On commence à designer un peu sur Excel et ainsi de suite. On crée des dashboards et rapidement on se dit, mon Dieu, mais en fait, ce truc-là, c'est une app. OK. Et comme Francis le disait, avec potentiellement la capacité d'utiliser des API pour les plugger sur nos systèmes principaux, ça transforme l'entreprise en fait. Et ça transforme beaucoup de choses dans la gouvernance d'entreprise même. Et ça accélère. Et ça l'accélère. Alors, depuis tout à l'heure, on parle quand même de beaucoup d'avantages du no-code, aussi bien pour le quotidien d'un dirigeant que pour la création de start-up. Est-ce qu'il y a des désavantages ? Et Francis, j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'il y a des inconvénients au no-code aujourd'hui ? Je pense que surtout, la grande difficulté pour passer au no-code, c'est de concevoir que dans l'entreprise, il va y avoir un vrai changement de paradigme d'abord. Parce que jusque maintenant, l'ensemble des solutions technologiques, elles étaient généralement prises en main par la direction technique. Et ça impose que la direction technique puisse lâcher du lest pour permettre aux gens du métier de faire un certain nombre de choses par eux-mêmes. Pour arriver à ça, il faut que chacun fasse un pas l'un vers l'autre. La direction technique, elle est obnubilée à raison pour des raisons de sécurité. Elle a besoin de mettre de la gouvernance dans la data, elle a besoin d'avoir de la documentation et elle le fait avec des développeurs qui ont été formés pour ça. Ce qui va manquer du côté des gens du métier la plupart du temps, c'est qu'ils vont vouloir se lancer à corps perdu dans des nouveaux outils super fun, super sympas, faire ce qu'on appelle du shadow IT, donc commencer à prendre des licences sur des outils comme Notion, Airtable sans le dire aux équipes techniques et puis on se retrouve un an après avec des problèmes de sécurité, des problèmes de gouvernance sur la data. Donc nous, ce qu'on voit quand ça fonctionne bien, c'est qu'on accompagne en fait la mise en place de ces technologies. J'enlève le cas de la start-up qui est nativement no-code aujourd'hui. Je me positionne plutôt dans le cas d'une entreprise de quelques centaines, quelques milliers, voire même des grands comptes de collaborateurs. C'est typiquement ce qui pourrait se passer chez nous d'ailleurs. Et ce qui se passe chez nous. Ouais, exactement, bien sûr. Là, on est encore aujourd'hui en discussion avec un prospect pour Notion où il y a 1200 collaborateurs, il y a 400 utilisateurs qui ont pris Notion sans le dire à l'équipe technique depuis 2 ans. Qui maintenant, hors de question pour eux de revenir en arrière parce qu'ils adorent l'outil. Donc, il faut effectivement prendre en compte ces aspects-là. Et ce qui va manquer du côté des gens du métier généralement, c'est de la compétence data et de la compétence product. Et dans la partie compétence product, il y a effectivement qu'est-ce que c'est concevoir un workflow, c'est quoi un cahier des charges, comment on le documente, comment on le pilote, comment on le manage. Imaginez quelqu'un développer une automatisation dans une entreprise, la personne quitte l'entreprise, elle n'a pas documenté, ça devient une automatisation cruciale dans le workflow du métier, eh bien plus personne sait le maintenir. Donc, pour le faire correctement, il faut impérativement mettre en place un certain nombre de conduites du changement, de formation, sélection de stacks d'outils. Et là, on résorbe une grande partie des problèmes. Il n'en reste pas moins que, si on devait regarder effectivement les inconvénients qu'on pourrait avoir à passer au no-code, ils sont quasiment à l'exact inverse de ce qu'on fait quand on fait du dev. Quand on fait du dev, généralement, le problème, c'est plutôt la legacy, la maintenance, les coûts de run, qu'on a beaucoup moins en no-code. Par contre, en no-code, on va développer de la dépendance vis-à-vis de plateformes technologiques sur lesquelles on va prendre des licences.
et qui, au bout d'un moment, peuvent aussi coûter cher. Donc, j'ai souvent coutume de dire que la solution technologique parfaite n'existe pas, puisqu'elle saurait tout faire, elle serait gratuite. Or, ça n'existe pas. Même dans le monde de l'open source, ça n'existe pas. Donc, il faut faire des choix. Et ce qu'il faut se dire aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de considérer systématiquement qu'il y a une alternative au code et qu'on n'est pas obligé de faire tout le temps du code. Il faut juste s'ouvrir les chakras. Parfois, c'est mieux de faire du code. Parfois, c'est mieux de faire du no-code. Et ce qu'on voit dans l'essentiel des entreprises qu'on accompagne aujourd'hui, c'est que la bonne réponse, c'est un mix des deux. On ne va pas demander à la Société Générale de remplacer son cœur système par du no-code. Ça n'a pas de sens. Mais d'un autre côté, permettre aux gens du métier de pouvoir aller plus vite, capter des opportunités, s'autonomiser, ça, c'est une très bonne nouvelle. Il faut donc trouver les arbitrages. On a d'ailleurs participé avec Allegria à la normalisation de ce métier avec l'AFNOR, qui donne un certain nombre de recommandations que je vous invite à regarder. C'est un document relativement court, d'une 40aine de pages, mais qui explique justement tous les avantages, les inconvénients et comment les éviter, quoi mettre en œuvre. Et quand on respecte en fait un peu ce cahier des charges, généralement, on évite une grande partie des inconvénients qu'on pourrait avoir dans le no-code. Merci. Je pense que ce sont des questions que beaucoup de nos candidats et de nos clients se posent. On a une grande partie du portefeuille client de Hays qui est composé de PME. Et on le sait, le no-code, ça reste quelque chose de très nouveau, ce qui veut dire que sur le bureau d'un directeur ou d'un décideur, cette nouveauté, elle est aussi empreinte de questions, de doutes, de peurs. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? J'y connais rien, donc comment on y va? Et j'entends ici que dans les risques, il y a effectivement cette méconnaissance autour des produits qu'on pourrait onboarder dans l'entreprise. Frédéric, toi, tu es directeur général, mais tu es également membre de la Chambre de commerce franco-britannique. Dans le réseau de dirigeants avec lequel tu es en contact, est-ce que le no-code, c'est un sujet que les dirigeants abordent avec toi et qu'est-ce qu'ils t'en disent? C'est un sujet de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Je crois que d'ailleurs, quand elles sont plus petites, elles sont plus orientées à l'adoption de ce genre de technologie parce qu'elles y voient déjà un avantage financier, une consommation de ressources qui est moindre. Et c'est vrai qu'à la Chambre, il y a beaucoup d'entreprises franco-britanniques de petite taille. Alors, il y en a des grandes, bien entendu, mais il y a aussi un tissu de petites entreprises. Ce qui est super dans nos deux pays, en France et en Grande-Bretagne, c'est qu'on a un écosystème formidable de startups qui développent des interfaces, des plateformes, des outils, no-code, low-code. Et souvent, avec Francis, j'en discutais, savoir l'origine des entreprises. Moi, ça m'intéresse parce que je trouve que c'est formidable de faire la promotion de ces outils par rapport aux géants américains ou d'autres pays, de se dire... il faut les mettre en avant, ces boîtes-là. Il faut être fier de l'écosystème européen qu'on a. Et c'est vrai qu'entre la France et l'Angleterre, on ne manque pas de pépites. Et peut-être juste pour compléter sur le sujet effectivement des entreprises et des PME, en fait, la difficulté souvent, c'est de faire face à pléthore d'outils. Et on en a dénombré plus de 1000 aujourd'hui et ça continue à grossir. Plus l'écosystème IA qui se grossit aussi en parallèle de l'écosystème no-code. Et malheureusement, les petites entreprises ont pris la mauvaise habitude de choisir leur stack technique sans avoir de vision, sans avoir une roadmap, sans y mettre un certain nombre de critères. On le voit régulièrement. Pendant 3 ans, on va prendre Salesforce parce qu'on vient de recruter un directeur commercial qui bossait sur Salesforce avant. Et puis le jour où il part, celui qui arrive derrière, lui, il était sur HubSpot et puis il va tout changer pour passer sur HubSpot. Et puis le troisième, il va rechanger tout sur Pipedrive sans qu'on se pose vraiment la question de savoir qu'est-ce qu'il faut pour l'entreprise. Et ça, c'est un vrai travail à faire. Ça s'appelle l'urbanisation. Et la portabilité de la data, en fait, Francis. Oui, tu en parlais tout à l'heure. Parce que ça, c'est aussi important de se dire, c'est tout un travail d'arriver à transférer la donnée d'un endroit à un autre. Ouais. Et ça requiert des compétences aussi. Complètement. Donc nous, ce qu'on recommande plutôt, c'est d'abord d'accepter quelque chose de nouveau. C'est qu'un système d'information dans une entreprise aujourd'hui, c'est un investissement autour de 3 à 5 ans et plus de 10 ans comme avant. Et à 20 ans, on faisait son million à SAP puis on voulait plus en entendre parler. Pendant 10 ans, maintenant ça c'est fini. Il faut rechallenger le SI tous les 3 ans minimum parce que ça bouge très très vite. Ça c'est la première des choses. Et donc ça veut dire aussi aller vers des outils qui soient ouverts et souvent malheureusement encore aujourd'hui et en particulier dans le tissu des outils made in France qui sont souvent plutôt issus d'ailleurs de SN qui ont fait un outil pour une entreprise et puis qui en ont fait un produit derrière. Il n'y a pas d'API, il n'y a pas de possibilité de connexion. Il y a plein de marchés où c'est comme ça. Typiquement, les logiciels de caisse des pharmaciens, ils sont encore très fermés. C'est quasiment impossible d'aller se connecter dessus pour récupérer de la data parce que c'est le modèle économique de ces éditeurs de tout fermer parce que ça cloisonne le client. Donc, s'il y a un élément à regarder quand vous faites un choix aujourd'hui d'un outil SaaS, c'est l'API. Est-ce qu'on a une possibilité de se connecter facilement sur l'outil, d'accéder à la base de données, de pouvoir l'intégrer avec d'autres outils facilement? Si ce n'est pas le cas déjà, quels que soient les autres avantages de l'outil, oubliez-le, passez sur un outil avec une API.
Et pour rebondir là-dessus, il y a beaucoup d'entreprises, françaises et anglaises d'ailleurs, qui n'ont pas du tout ça en tête. Parce qu'en fait, ils ne sont pas érudits ou exposés à cette problématique. Donc, quand ils font des choix en fait liés aux personnes, Francis, comme tu le disais, ou alors de notoriété, de se dire, bah tiens, on a entendu parler que cet outil-là était utile et ça fonctionnait bien. Le conseil qu'on peut toujours donner par rapport à ça, d'ailleurs, c'est de faire un tour d'horizon. Il est facile à faire aujourd'hui. Franchement, en tapant des mots-clés, on peut avoir accès à des plateformes et de parler à des gens qui connaissent le sujet. Je pense que c'est important de s'adresser à de bons conseils en disant, et pas à un conseil d'une entreprise qui enferrait en fait sur une solution parce que l'ESN a développé son produit et voilà, et c'est son produit et c'est super. Mais je pense que quand il y a une décision stratégique tech à prendre, le tour d'horizon est obligatoire et il faut le faire avec quelqu'un de sachant. Ouais, et il faut éviter l'appel à un ami. C'est pas la bonne pratique pour choisir un outil logiciel. Ou alors on le met dans le panel. Ouais, il fait partie du panel. On parlait des produits no-code et on abordait ensemble la variété de produits au sein des différentes couches d'un système d'information. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des produits no-code qui sont plus adaptés à un pan de la direction informatique plutôt qu'à un autre? Et si on avait un conseil à donner pour s'orienter vers du no-code à des décideurs aujourd'hui, par où il faudrait commencer? D'abord, il faut faire la vraie différence entre le no-code et le low-code. Ça reste quand même déjà un élément basique. Le low-code ne s'adresse pas aux gens du métier. Le low-code est fait pour les développeurs, pour leur permettre de produire plus vite. Donc, nous, on considère que la vraie révolution, c'est plutôt le no-code qui permet à chacun de pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc ça, c'est une première question. Ensuite, dans l'évolution actuelle des outils, force est de constater que les gros leaders sont quasiment tous enterprise grade aujourd'hui, donc ils sont capables d'apporter les normalisations ISO 27001, SOC 2, SOC 3, qui vont rassurer les grands comptes jusqu'aux grands comptes sur leur capacité à apporter des garanties en termes de sécurité, d'hébergement. La plupart, pas tous encore, proposent l'hébergement en Europe pour être compatible avec le RGPD, ce qui est aussi un autre sujet, bien évidemment, qu'il faut regarder. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on peut avoir la même technologie, je pense à des outils comme Airtable ou Notion, de la startup au grand compte. C'est plus un problème. Ce qui était quand même encore un vrai problème quand on pense à Salesforce. Moi, j'ai vu beaucoup de PME se lancer sur des projets Salesforce, alors que l'outil est quand même vraiment très orienté dans son UX, grand compte, et surtout dans les coûts associés aux prestations de services derrière le déploiement d'un Salesforce. C'est moins le cas, je trouve, dans les outils no-code. Et aujourd'hui, on est capable de mettre effectivement un Airtable, un Notion, un Make, un Slack, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, c'est un petit peu moins un sujet. En revanche, si on pose la question de quels outils on a besoin côté métier ou quels outils on a besoin côté tech, là, effectivement, il y a des outils plus spécialisés. Typiquement, je pense à Power Platform de Microsoft, qui est quand même très orienté tech, ou des outils type Xano en termes de base de données également, qui sont des outils qui sont vraiment orientés équipe tech, même si c'est des outils no-code qui vont permettre justement d'avoir une base de données qui va s'intégrer dans l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise, qui va pouvoir distribuer de la data facilement à des gens du métier tout en la gouvernant. On parlait de facilité d'accès au no-code, de par l'absence de nécessité de compétences techniques. Beaucoup de gens nous posent la question, beaucoup de candidats, Fred nous remonte aussi ces questions-là. Est-ce que le no-code, c'est la fin de la programmation et c'est la fin du métier de développeur? Francis? Eh bien, écoute, deux éléments de réponse par rapport à ça. D'abord, c'est pas parce qu'on n'a pas besoin de compétences techniques qu'il faut pas se former sur nos codes. Il y a une barrière à l'entrée, il y a un peu de travail à faire, c'est pas si simple. Et en particulier, je le disais, sur la compétence data, que la plupart d'entre nous n'avons pas. On doit comprendre ce que c'est une base de données, on doit quitter Excel quand il le faut pour aller vers un outil de base de données. Et en particulier, parce que si on veut faire de l'IA, il faut de la data. Sans data, pas d'IA, c'est aussi simple que ça. Donc, il y a quand même une montée en compétences nécessaire. Et on le voit d'ailleurs, on a eu un cas dans une grande entreprise de retail. On est tombé sur des gens du métier qui nous ont dit, attendez, nous, ça fait 30 ans qu'on est dépendant de notre équipe technique, on n'a rien le droit de faire, ça nous va très bien et on n'a aucune raison de changer. Donc, il ne faut pas croire que tout le monde va se précipiter dans les équipes métiers en se disant, waouh, moi, je vais absolument faire du no-code. C'est pas vrai. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a les champions et puis il y a les autres qui mettront peut-être un peu plus de temps à y passer, comme avec l'IA. Ensuite, sur le métier de développeur en tant que tel, on est encore en pénurie aujourd'hui et ça va encore durer pour quelques années. La difficulté, c'est de faire le trade-off entre les développeurs et les armées de développeurs qu'on va trouver en Asie, par exemple, en Inde, aujourd'hui en Chine, pour qui ça va commencer à être très compliqué pour la suite parce que l'IA peut vraiment déjà aujourd'hui les remplacer de manière très forte et on est sur des gains de productivité en ce moment sur un développeur californien ou européen pour faire simple, qui utilise de l'IA de quasiment 40 à 50%. Donc ceux qui font de la très forte valeur ajoutée, les développeurs top niveau qui bossent dans les boîtes d'IA par exemple,
Ils ont encore des bonnes années devant eux. Et puis tous ceux qui bossent sur des systèmes avec de très fortes legacy, banques, assurances, ils ont encore aussi du travail devant eux. En revanche, tous ceux qui font du code au kilomètre, ça va devenir très compliqué pour eux, c'est sûr. L'une des compétences qui me paraît essentielle, c'est aussi pour les gens qui ont envie de se tourner vers le développement ou qui sont aujourd'hui dans le développement, la compétence de la conceptualisation, de la visualisation, de la compréhension d'un besoin, elle est essentielle. Tous les développeurs aspirent à devenir chef de projet, à monter en fait en responsabilité, potentiellement en encadrement, potentiellement à se tourner côté front. C'est un souhait, en fait, c'est un désir. Et beaucoup de gens rencontrent en fait une barrière à l'entrée de ces postes parce que ils deviennent des experts du dev dans leur stack technique. Et en même temps, ils en oublient des compétences au même titre qu'un commercial d'avoir des soft skills humaines importantes pour créer du lien, ainsi de suite. Mais ils en oublient la dimension de détachement par rapport au métier qui leur peut paraître contre-productif ou contre-intuitif parce que dire ouais, mais mon expertise, elle est dans la compétence du développement. Mais en même temps, le détachement, il est nécessaire. Donc il faut mener cette danse éternelle entre la profondeur et la largeur des choses, et trouver le juste milieu en fonction de ce qu'on a envie de faire, de comment on se projette, de la manière dont on a envie de vivre sa carrière. Et toutes les solutions sont bonnes. La question, c'est un choix à faire. Mais en tout cas, dans le monde dans lequel on est, et les évolutions qui sont autour de nous, la nécessité, en tout cas, que moi je vois, d'arriver à sortir la tête de l'eau de son expertise, c'est un super muscle à exercer pour développer des compétences de design, de visualisation, d'expérience utilisateur. Et je crois que pour moi, l'investissement de demain, quasiment, c'est l'expérience. Il faut miser sur l'expérience, ok ? On va tous être digitalisés et c'est pas une vue futuriste de ma part dingue de dire oh là, j'ai fait un post récemment où tout le monde m'a dit oh là 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 mais qu'est-ce que tu dis, mais c'est fou là, tu vas trop loin et tout ça. Je dis bah oui peut-être et j'en sais rien, ok ? C'est un scénario dans lequel on peut aller ou pas. À l'inverse, peut-être qu'il y a un changement climatique de dingue qui nous fera revenir en arrière et on sera tous à essayer de gratter des pierres pour faire du feu, quoi. Ok, c'est un autre scénario possible. Ce que moi je me dis avec mon environnement, et je suis marqué par l'environnement, c'est que être capable de créer des expériences, de comprendre l'autre et avec des compétences fondamentalement empathiques du besoin d'un client, d'un consommateur, d'une personne et d'arriver à être dans ses chaussures pour créer un truc, le job il est là. Le job de demain il est là parce qu'après, et Francis connaît ça mieux que moi, aujourd'hui, potentiellement, il y aura aussi complètement des phases de développement automatisées, IAisées, qui seront faites sur la base de prompts, en disant j'ai envie de créer ou de faire tel type de lien entre ma plateforme, mes outils, mon écosystème tech qui est comme ça, aide-moi à le faire. Alors après, tu itères en disant ah bah non, là ça marche pas, tiens le plug qu'il a fait, tiens, faut rerouter la data parce qu'on n'est pas au bon endroit. Mais le fond du job, du coup, si ça se passe, et je crois que Francis, on peut dire. C'est déjà en route. C'est déjà en route. Okay. Mais même la deuxième partie est déjà en route. C'est ça qui est difficile à imaginer. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend en fait les 3 étapes simples qui sont les mêmes depuis le début de l'histoire de l'informatique pour créer une app, on fait un cadrage, on conçoit et on développe. Là, on a gagné beaucoup de temps avec le no-code, c'est sur la partie développement, bien évidemment, puisque aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire de code, on fait avec des interfaces graphiques. Et dans un certain nombre de cas, pas toujours dans tous les cas, mais dans un certain nombre de cas, on va beaucoup plus vite en no-code et on gagne du coup du temps et de l'argent sur la partie développement. Mais quand on rencontre un client qui a envie de faire une application, on a encore des chefs de projet qui vont discuter avec lui pour comprendre son besoin. On a encore des gens qui vont faire des écrans et qui vont dessiner des écrans sur Figma. Et on a encore des allers-retours avec des utilisateurs pour faire justement une bonne expérience utilisateur. Ce qui serait du coup juste de penser que grâce à ça, ça va libérer du temps à des phases essentielles d'un projet qui est comprendre le besoin. Pas du tout. Parce qu'en fait, même ce truc-là, maintenant, l'IA sait le faire. C'est ça qui est en fait un peu difficile aujourd'hui. Vous prenez un outil comme Crispy, ça s'écrit K-R-I-S-S-P-Y. Vous allez pouvoir échanger avec une IA qui est un product owner parfait, qui a lu tout ce qu'a écrit le Y Combinator et les autres sur le sujet, tous les blogs sur l'UX et sur l'UI, qui a mangé des templates et des templates d'applications et qui va être capable de vous accompagner sur cette phase de cadrage et cette phase de conception en échangeant de manière simple, en répondant à des questions de manière simple pour justement également designer l'application, comprendre le besoin, concevoir la base de données qui va derrière et tous ces éléments-là. Donc,
En fait, oui, je pense qu'on va avoir une phase de transition sur laquelle potentiellement, effectivement, peut-être qu'on va avoir un peu moins de valeur sur l'écriture du code en tant que tel et plus sur la partie accompagnement du client. Mais ce qui est sûr, c'est que même cette phase-là, aujourd'hui, elle est en train de passer dans les mains de l'IA. Donc, qu'est-ce qui restera à la fin ? Sans doute un humain qui discutera avec un IA, qui lui dira fais-moi un ERP qui fait ça, et puis ça sera terminé et on aura tout qui sera fait directement avec l'IA. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas dans les 3 à 5 ans à venir. Encore une fois, c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas de legacy, c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas encore des sujets sur lesquels il y aura besoin des développeurs. Mais dans des besoins du quotidien, on n'est pas en train de faire du rocket science quand on fait un workflow d'automatisation de relance de clients impayés ou quand je fais de l'analyse automatique de CV, je fais des choses relativement simples. C'est là où la combinaison no-code, automatisation, IA avec des gens bien formés pour faire ça va être absolument incroyable dans la capacité d'avoir des super utilisateurs dans les entreprises. Et ça, moi, je suis certain que pour trouver un job demain, entre quelqu'un qui sait faire que du Word, Excel, PowerPoint ou quelqu'un qui maîtrise ces technologies, son employabilité, elle va être 10 fois supérieure, c'est évident. Et sa productivité. Et du coup, là, va pas sans l'autre, bien évidemment. Et à contrario, les détracteurs du no-code opposent souvent à toutes ces avancées technologiques le manque de sécurité. Un directeur juridique pourrait vous dire « Oh là là, mais GDPR, où c'est dans tout ça ?» Droit d'auteur. Voilà, le droit d'auteur aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui de notre capacité à sécuriser ces nouveaux outils ? C'est un sujet qui est réglé aujourd'hui, très clairement. Faut vraiment là-dessus, on a d'ailleurs encore sur le dernier No-Code Summit vraiment focusé sur ce sujet-là avec tout un tas de grands comptes. Aujourd'hui, on imagine bien que si un L'Oréal, un SNCF, un Enedis, un GRDF utilisent ces technologies avec tous les moyens qu'ils ont pour aller vérifier que tout va bien se passer, c'est que c'est maintenant très bien sécurisé. Il restait effectivement un petit sujet qui concernait l'hébergement des données en Europe. Maintenant, toutes les grandes plateformes ont des serveurs en Europe. Donc ce sujet-là est maintenant aujourd'hui résolu. Donc non, il faut surtout plus avoir peur de ça. Et puis il faut aussi ramener le sujet de la sécurité, de la scalabilité, qui est souvent le deuxième point qui est un peu reproché au no-code, à l'arrêté des sujets qu'on va traiter sur ces cas d'usage. Moi, je veux bien qu'on me dise que certains nombre de technologies ne sont pas toujours scalables, mais est-ce que tout workflow a besoin d'être scalé? Un workflow d'analyse de CV, cette année, je vais recevoir 1000, l'année prochaine, je vais recevoir peut-être 1100. Je ne vais pas passer de 1000 à 100 000 en 6 mois, donc je n'ai pas de problème de scalabilité sur un workflow comme celui-ci, et sur la plupart de mes workflows d'ailleurs. Et sur le sujet de la sécurité, dans tous mes workflows, j'ai pas forcément de la donnée client, je traite pas toujours de la donnée de santé tous les matins, et donc il y a énormément de sujets sur lesquels j'ai pas non plus des enjeux de sécurité fondamentaux qui m'empêcheraient d'avancer. Et puis il faut garder aussi un élément très important, c'est que l'essentiel des enjeux de sécurité ils sont liés aux facteurs humains et pas aux outils, et que c'est une formidable occasion, le no-code, d'aller également former les équipes sur les risques de sécurité, puisqu'aujourd'hui, de toute façon, si on ne le fait pas, c'est le shadow IA qui va se mettre en place, le shadow IT qui va se mettre en place, et le résultat est encore pire, parce que les utilisateurs, c'est eux qui choisissent aujourd'hui. Et quand on est dans une équipe métier qui a besoin de faire un certain nombre de choses, et que pour des raisons obscures, une DSI ne leur donne pas les outils pour faire ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils font ? Mais ils vont le faire quand même, et ils vont le détourner. Et c'est encore pire. Donc il faut absolument, et c'est nous notre rôle chez Allegria, c'est ce qu'on sait bien faire, réunir l'IT et les métiers ensemble pour que chacun fasse un pas vers l'autre et que ça fonctionne bien. Mais il faut passer par cette étape-là. Et on parlait de formation aussi. Francis, où est-ce qu'on peut se former au no-code aujourd'hui ? Oui, alors je pense que le sujet de la formation no-code, automatisation IA est fondamental aujourd'hui. On a besoin de faire de chacun de nous des nouveaux super utilisateurs, comme moi, on m'a formé sur Word, Excel, PowerPoint il y a 20 ans quand j'ai commencé à bosser, enfin, même 30 ans maintenant. Et tu as la chance d'avoir été formé. Ouais, je me suis un peu formé tout seul aussi. Donc pendant des années sur le no-code aussi, il y a encore un peu maintenant sur l'IA d'ailleurs, les gens se sont formés tout seuls, donc vous avez pléthore de contenus disponibles sur Internet pour ceux qui sont les plus aguerris et qui veulent faire un peu par eux-mêmes. Maintenant, il y a aussi des écoles. On en a une chez Allegria, bien évidemment, avec tous les formats, du format starter à 30 heures jusqu'au format diplômant de 800 heures de formation pour en faire son métier. Tout est possible et on peut faire des passerelles de l'un à l'autre, bien évidemment, pour progresser. Mais on a chacun d'entre nous aujourd'hui une vraie responsabilité pour notre employabilité de demain, de monter en compétence sur ces sujets-là. C'est ce qu'on essaie d'expliquer. Alors, on fait aussi beaucoup de webinaires gratuits pour expliquer tous ces sujets-là. Donc voilà, il faut
il faut accepter, on nous l'avait déjà dit, moi quand j'étais jeune, je me souviens, on était peut-être les premiers à nous dire « Oh, tu verras, il faudra apprendre toute ta vie ». Mais c'est ça, il faut continuer à apprendre, il faut se remettre un petit peu en question. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a, nous, dans notre école, dans nos formations, des gens qui étaient avant chauffeurs de taxi, cuisiniers, agents immobiliers, et qui se sont reconvertis dans la tech. Certains dans leur métier, certains pour faire des choses dans leur asso, d'autres pour lancer un projet, d'autres pour devenir freelance, d'autres pour devenir formateur. On a besoin d'énormément de formateurs en IA, par exemple. Donc, il y a énormément de débouchés et de manières surtout de monétiser. Souvent, je discute avec beaucoup d'écoles et on sait qu'en France, on veut absolument toujours des formations subventionnées. Alors, nous, on fait du CPF aussi comme les autres, mais 70% de nos clients n'utilisent même pas leur CPF pour se former. Parce qu'il y a un retour sur investissement immédiat, d'ailleurs, ce genre de formation. Et là, quand il y a un retour sur investissement, les gens sont prêts à payer leur formation, en fait. Et donc, il y a un petit coût de temps, d'argent potentiel, mais le retour sur investissement est incroyable. Une des questions qui nous est souvent posée par les candidats, c'est qu'on oriente justement en disant, voilà, en fonction de leurs souhaits, de rémunération, de mobilité, des difficultés qu'ils rencontrent. La formation, c'est toujours un sujet qu'on évoque avec eux comme une forme de tremplin, en disant, est-ce que vous avez pensé à être coaché, à faire un bilan de compétences, à être accompagné, à vous former? L'une des barrières qui est importante, notamment pour les métiers de la tech, et peut-être que le no-code va nous aider à ça, c'est l'appréhension technique. Et donc, c'est se dire, non mais attends, moi aujourd'hui, je suis boulanger, je suis chauffeur de taxi, je suis cramé par cette expérience. J'ai un hobby, j'aime bien la tech, ça me parle. Je jouais à la Game Boy quand j'étais petit. En tout cas, j'ai un goût pour ça. Ma crainte, c'est que je n'y arrive pas. J'ai pas la confiance. Limite, les ressources, je peux les trouver parce que j'en ai envie. Mais le vrai frein, c'est la crainte de la difficulté technique. Bien sûr. Est-ce que dans ton expérience et dans les formations que tu fais, les gens ont aussi une facilité? Est-ce que tu vois que les gens se disent « Ah, mais en fait, c'est quand même bien plus facile que je ne le pensais » et ça décuple mon plaisir, en fait. Bien sûr. Ouais, alors, je pense que tu as mis le point là sur un élément sur lequel j'allais rebondir, c'est effectivement le plaisir de faire. Tu as 3 sujets. Tu l'as dit, la compétence à barrière technologique. Je rajouterai l'âge et le sexe. Je rappelle qu'il n'y a que 15% de femmes dans le métier de développeur. C'est le même pourcentage de femmes qui créent des startups en France. C'est sans doute pas un hasard. Et on a quand même exclu énormément les femmes de ces métiers de développeurs. Et ça, c'est un énorme problème. On ne peut pas d'un côté être en pénurie et de l'autre côté rien faire pour avoir plus de femmes qui deviennent développeurs. Et puis le deuxième élément, bien évidemment, c'est super dur de devenir développeur. Tu ne deviens pas développeur en 3 mois en faisant un bootcamp. C'est pas vrai. Il faut 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans d'études pour devenir un bon développeur. En tout cas, un développeur meilleur que l'IA. Et effectivement, c'est très difficile et c'est pas accessible à tout le monde. Et puis enfin, tu as l'enjeu de l'âge. Parce que bien évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent se retrouver sur le carreau à 50 ans. Moi, je le vois avec mes amis qui ont fait pourtant parfois des grandes écoles, qui ont fait toute leur carrière dans un grand compte. Et puis au bout d'un moment, il n'y a plus de place pour tout le monde dans la pyramide. Et tu coûtes trop cher à 50 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, tu vas te mettre indépendant. Tu vas faire des missions de transition management, et ce genre de choses. Et là, tu vas voir qu'effectivement, souvent, ta compétence technologique, elle est proche de 0 et ça va devenir un vrai problème et une vraie barrière. Donc, il faut effectivement tordre le cou à ces idées-là. Aujourd'hui, c'est vraiment accessible à tout le monde et c'est d'autant plus accessible à tout le monde qu'en plus, c'est fun et ça a été conçu pour ça. C'est ça qui est sympa. Je fais souvent la comparaison avec ChatGPT. On prend tous beaucoup de plaisir à utiliser ChatGPT au quotidien. C'est pour ça que ça marche si bien. Et on peut prendre aujourd'hui du plaisir à builder soi-même un certain nombre de solutions digitales avec ces outils parce qu'ils ont été faits pour nous, Et rappeler aussi un dernier point, c'est que les développeurs aussi utilisent ces outils. C'est-à-dire que ce n'est pas des outils qui sont juste faits pour s'amuser entre nous, là, pour faire joujou. C'est des vrais outils. Aujourd'hui, 50% des développeurs américains, par exemple, utilisent au quotidien des outils no-code pour délivrer des solutions robustes, at scale, sécurisées. Donc, il faut réussir effectivement à expliquer. Et nous, on a 40% de femmes dans notre école. On est très fiers de ça. On avait pour objectif de faire 50%, on n'y est pas encore, on continue à travailler là-dessus. On a des partenariats d'ailleurs avec, je pense à Winside, qui est une école spécialisée pour les femmes en reconversion de plus de 40 ans, avec qui on a un partenariat. Ils les emmènent pendant 3 mois dans un bootcamp pour les remettre à niveau et ensuite nous les récupère dans notre programme pour devenir effectivement freelance sur ces métiers. Ça paye, il y a du boulot, c'est sympa, c'est ouvert à tout le monde, quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau de compétence au départ. Seule chose qu'il faut savoir, c'est se servir quand même d'un ordinateur. On n'est pas encore capable, et je le dis sérieusement, d'aller chercher des gens dans l'électronisme. On adorerait pouvoir le faire. On a essayé aussi
de le faire avec des gens qui étaient réfugiés, par exemple, pour leur donner cette chance aussi de pouvoir accéder à des compétences, à un métier. C'est encore un petit peu difficile, on est encore un peu trop loin de ça. Mais en revanche, effectivement, l'exemple que tu donnais, on en a plein chez nous, des gens qui étaient... Enfin, on a du doctorant jusqu'au boulanger en passant par le chauffeur de taxi. Et j'ai une autre question, Francis, pour toi. L'un des autres sujets, en fait, dans le monde du recrutement et dans le monde du travail et de la mobilité, en fait, intermétier, intersecteur, intrasocial, parce qu'il y a aussi un sujet social là-dedans. Qu'est-ce que les gens doivent faire? Est-ce qu'ils peuvent se former au no-code ou au low-code comme un side hustle, en se disant, je fais ça à côté, c'est un hobby? Ou est-ce que ton conseil, ça serait de dire, non, mais si vous voulez créer une transformation de carrière, il faut se mettre à fond dedans, il faut arrêter le métier dans lequel vous êtes, et il faut pleinement s'investir, obtenir un diplôme, parce qu'en fait, souvent, les gens ont peur, bien entendu, de prendre ce virage. Et la question qui nous est souvent posée, c'est comment je prends le virage d'un changement de carrière et d'une nouvelle orientation? Oui, non, tu peux faire les deux. C'est-à-dire que je pense que le minimum pour tout le monde, c'est d'avoir les compétences de base, dont je parlais tout à l'heure, product, data, et de prendre en main ces outils pour le quotidien de ce qu'on fait dans son entreprise. Ça, c'est l'élément de base. Mais de la même manière qu'il y a des gens qui vont faire de leur métier de faire des slides, je ne pense pas qu'aux consultants en stratégie, je pense à des boîtes comme Slider ou d'autres dont c'est le métier de faire des slides pour des clients, on peut en faire aussi son métier. Et Pierre, il fait des super slides. Faut que tu super, saches. Très bien, c'est important de faire des slides. Donc il faut effectivement réussir. Il faut d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire. On n'est pas forcément tous en reconversion, on n'a pas forcément tous envie de quitter son job. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est que si on a envie de le garder, il faut s'y mettre. Parce que ça va être un énorme enjeu, bien évidemment. Et si on est dans la situation, quel que soit son âge, de se dire, j'ai fait les mauvaises études, j'ai 25 ans finalement, je pensais que la tech n'était pas fait pour moi, mais je vais quand même regarder du côté du no-code, ou j'ai 50 ans, je veux faire une reconversion complète, changer de métier, eh bien, c'est possible. Et effectivement, on a même des gens qui, sur des formations aussi courtes que la starter chez nous de 30 heures, démarrent tout de suite en freelance, vont voir des entreprises dans leur périmètre et commencent à mettre en place des petites automatisations, un certain nombre de choses, en se facturant, alors peut-être pas 500, 600, 700 euros la journée, mais en se facturant 200, 300 euros la journée, ce que coûte aujourd'hui un UX et un UI designer, par exemple, sur Malte. Donc, il y a tout à fait cette possibilité-là. En revanche, il faut garder en tête un élément, bien évidemment, c'est qu'on n'ira pas tous à la même vitesse, on ne part pas tous du même endroit. Il y en a pour qui ce sera plus rapide que d'autres. On a même des développeurs maintenant qui viennent au no-code parce qu'ils n'ont plus envie de faire des développeurs. On a des décrocheurs d'écoles de développeurs qui arrêtent au bout d'un an, qui ont des super bases et qui vont effectivement peut-être aller plus loin parce que ils ont effectivement une compétence technologique qui leur permettra d'aller plus loin dans les automatisations, par exemple. Donc voilà, chacun doit trouver un peu ce qu'il veut faire en fonction de ses compétences et de ses objectifs de carrière. Les deux sont possibles. On peut bien sûr, changer de carrière et se consacrer au no-code ou simplement vouloir améliorer son employabilité, exactement, son ses quotidien, compétences et son quotidien. Et parce que c'est aussi un enjeu de qualité de vie au travail. C'est-à-dire qu'on a tous envie d'automatiser les trucs qui n'ont pas de valeur et qui nous prennent du temps chaque semaine. Être en mesure de savoir faire ça par soi-même, ça a beaucoup de valeur aussi pour soi. Merci. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode sur le no-code. J'espère que la discussion a été éclairante sur les opportunités et les défis que représente cette nouveauté. Un immense merci à nos invités du jour, Francis Lelon et Frédéric Bézier. Merci pour votre expertise, merci pour votre point de vue. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner à notre podcast, à nous suivre sur les réseaux sociaux pour rien manquer de notre chaîne. Merci à tous et à bientôt sur Chasseurs de Tech. Merci Pierre. Merci. Merci d'avoir écouté Chasseurs de Tech. Retrouvez nos podcasts et nos autres contenus sur ace.fr, ace.lu et sur notre page LinkedIn.